Vidéo A5, l'équipe, les fragilités, la loyauté. Une équipe harmonieuse, c'est un peu un coup de chance. Cela ne dure jamais bien longtemps. Les jeunes joueurs bougent, évoluent, changent, mûrissent, parfois grossissent, s'éloignent. D'autres tensions apparaîtront qui viendront toujours se dessiner en carton jaune ou rouge sur le terrain. Ces tensions se matérialisent bien souvent en fin de rencontre, avec la fatigue des corps, avec le regard vers le score, vers la montre, avec les déceptions, les douleurs des coups en vache, le poids des injustices et des non-décisions de l'arbitre. Surgissent alors des pétages de plomb soudains, incongrus, inattendus, laissant l'entourage sidéré et aphone. Aphone ou rugissant. Basile, notre joueur, vient de se ruer vers l'adversaire et semble-t-il la frapper. Semble-t-il car les avis et témoignages divergent. Attardons-nous un instant sur cette agression. Elle survient à la suite d'une frustration où l'émotion est activée désagréablement, créant une tension et où Basile, ne pouvant le supporter, passe à l'action ou à l'attaque pour libérer cette tension. Ce que nous estimons le plus important dans le passage à l'acte agressif, c'est le discours le justifiant. Pourquoi ? Parce que c'est lui qui nous donnera l'accès à la possibilité d'une réhabilitation future. Écoutons Basile justifiant son coup. Ce n'est pas moi, il l'a cherché. Je n'ai pas tapé fort. Je l'ai à peine touché. Il n'avait qu'à pas se trouver sur la trajectoire du ballon. D'ailleurs, ce n'est pas sa place. Il joue devant lui. En fait, en se situant dans la négation des faits ou dans le but de minimiser le passage à l'acte, le discours sur la victime est ou annihilant ou dénigrant, ou culpabilisant ou humiliant. Ainsi, sur cet exemple, il va être difficile de réhabiliter Basile avec cette liste d'arguments. Car en aucun cas, il aborde sa responsabilité dans le conflit et se pose en victime. Le problème, c'est que la sanction tombera et Basile ne la comprendra pas et ne l'admettra pas. Et oui, le problème sera qu'il recommencera. Il est aussi un paramètre que personne n'aborde de front et donne naissance à un coefficient plus important de violence et de situations conflictuelles dans le football que dans d'autres pratiques sportives. Le football, comme d'autres sports d'équipe de contact, tels le handball, le rugby, le basket ou le hockey, est une école de frustration. Une école où l'on apprend seul à construire des barrières pour apprendre à se contrôler. Pour un jeune joueur, il est difficile de superposer l'engagement sportif et technique dans la rencontre avec le recul demandé pour respecter une foule de textes contraignants. Son cerveau en construction n'est pas celui d'un adulte censé maîtriser les textes et chartes régissant la pratique. Ses camarades de jeu sont également dans cet état d'apprentissage de cette vie sociale que le football propose. Reprenons l'agression de Basile. Basile, dans cette affaire, fait fort, car il en est convaincu, ce n'est pas sa faute. La présence du groupe à ses côtés, liée par le devoir de loyauté, semble le conforter et même renforcer son point de vue. C'est cette loyauté que nous souhaitons aborder dans ce chapitre. Nous voyons que le groupe d'individus dans l'équipe
peut avoir deux attitudes. L'une positive, si une grande partie des membres du groupe est suffisamment contenante en désamorçant par l'humour l'explosion de l'agressivité. Le rôle du leader ou du coach est ici primordial pour développer l'idée que l'on apprend de ses défaites ou de ses échecs, et donc que la frustration peut être constructive. L'autre est négative. Négative si la majorité demeure aussi dans la frustration et ne trouve pas de catharsis pour l'évacuer. Dans ce cas, la frustration passe dans le domaine du ressentiment. Vous connaissez l'adage. Ce qui se dit dans le groupe appartient au groupe. Rien ne doit sortir du vestiaire. En fait, partant de ce principe, l'idée poursuivie est que nous avons alors carte blanche pour laisser la loi à la porte. C'est la loi interne qui prend la main, comme dans une organisation sectaire. Il arrive que ce soit la loi du plus fort, du plus pervers, du plus rusé, du plus riche. Mais ainsi naît le principe de loyauté au groupe, principe supérieur à la loi et aux règles sociales. Reprenons l'incident entre Basile et son adversaire. Il se déroule près du poteau de corner et notre joueur se retrouve à terre. L'ensemble de l'équipe va se porter en courant et défendre Basile en agressant de 1000 mots son adversaire, alors qu'ils ne sont pas deux à avoir réellement vu l'action. Mais celui qui ne se précipite pas, ne se montre pas loyal vis-à-vis du groupe, risque d'être mis à l'index. La loi du groupe, appuyée sur la loyauté et la crainte d'être rejeté, vient exprimer que les individus qui le composent sont dans le même. Cela semble futile d'être comme les autres, mais cela aide aussi un bon nombre à se construire une identité. Lorsqu'on est un jeune joueur en construction, cette identité peine souvent à se fixer et à se définir une image personnelle acceptable et aimable. L'espace public vient permettre qu'un jeune échappe à l'espace privé où il semble sclérosé dans des images familiales imposées. Il va ainsi se construire, avec l'aide des copains et du cadre sportif, une personnalité encore instable, mais satisfaisante. En fait, pour l'instant, il n'envisage pas d'en avoir une autre. Et il n'est pas seul dans le groupe. Dit autrement, pour un certain nombre de nos jeunes joueurs, il nous faut nous rappeler qu'ils sont en évolution et donc fragiles. Fragiles émotionnellement, fragiles psychiquement, fragiles socialement. Ils apprennent le groupe. Ils cherchent à se situer, à grandir en son sein, hésitent entre la loyauté et l'autonomie de décision, cherchent l'espace entre se fondre ou s'individuer, entre se grouper ou se démarquer. Ce sont leurs fragilités, mais c'est bien l'idée de loyauté à leur génération. Et vous, qu'en pensez-vous ?